Donc, j'accueille en studio maintenant notre ami M. Luc Cournoyer, qui est président de l'OBNL Les Jardins de la Ferme Moore. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, depuis sa retraite, M. Cournoyer s'est vu confier la tâche d'organiser les jardins communautaires de la Ferme Moore à Gatineau. Lui et d'autres bénévoles, si je comprends bien, ont eu à répartir 175 jardiniers sur 126 parcelles de terre. Ça a été principalement votre œuvre, ça? On a fait appel à vos talents scientifiques? Oui, un peu. Surtout pour la mesure, pour essayer de faire des parcelles égales, OK, ouais, donc. bien alignées, égales pour tout le monde, la même grandeur, 20 mètres carrés, 126 parcelles. C'était une tâche de mesure, entre autres. Oui, j'imagine. Une tâche qui dépasse mes aptitudes, je vous le dis tout de suite. Donc, pour situer les gens un peu plus, là, parlez-nous de ce qui vous a attiré, vous, personnellement, de cette organisation. Vous êtes fraîchement retraité ou vous l'étiez, puis... Oui, je prenais ma retraite la même année. Nous, on voulait simplement jardiner, avoir un jardin. Et puis là, c'était difficile parce qu'il y avait déjà des jardins, mais qui devaient être relocalisés à un autre endroit sur le terrain de la Ferme Moore, qui est un terrain de la Commission des capitales nationales. La personne qui était en charge de l'organisation de la ferme, à ce moment-là, m'a demandé si j'étais disponible. Bien, j'étais carrément disponible. Puis si j'étais intéressé, j'étais très intéressé parce que j'ai déjà vécu sur une ferme, j'ai passé mon enfance sur une ferme. Donc, de revenir à la terre après avoir fait une carrière en sciences, d'une certaine façon, ça m'intéressait beaucoup. Alors, j'ai participé, je me suis mis à l'œuvre. Puis là, vous êtes là depuis... Ça fait depuis 2018. Ça va être notre 5e été. Okay, puis est-ce que la pandémie vous a ralenti un peu ou pas du tout? Non, en fait, je dirais plutôt que c'est le contraire, moi. La demande a vraiment, vraiment explosé depuis 2 ans. Le nombre de personnes en attente, le nombre de personnes qui veulent un jardinet dans les communautés. Dans tous les jardins communautaires, de toute façon, c'est la même chose. Bien, c'est ça, je prends la balle au bon parce que quand on s'est parlé d'avance, vous me disiez, bien oui, il y a les jardins communautaires de la ferme Moore, mais il y en a beaucoup d'autres. Je pense que vous parliez d'au moins 23 jardins communautaires. Bien, à Gatineau, si on parle simplement de Gatineau côté québécois, il y en a 23 officiellement à la ville de Gatineau de répertoriés. Nous, au départ, on n'était pas un jardin de la ville, c'est indépendant parce qu'on avait commencé avec une autre organisation, Coop de solidarité de la Ferme Moore. Et là, c'est maintenant un jardin communautaire parmi les 23 autres. Puis à Ottawa, je ne suis pas certain, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres aussi. Oui, probablement autant qu'à Gatineau. Goldenrod est un jardin aussi sur les terrains de la CCN du côté Ottawa, près de Statcan, Tony's Pasture, l'endroit exact. Près de la promenade. Donc, ça en est un autre exemple. Puis, mais chacun des jardins communautaires est un peu différent un de l'autre. Hein. Nous, on est chanceux, on est sur un vrai terrain rural. C'est une ferme, ça a toujours été une ferme. Voilà. C'est préservé comme tel. Depuis Philemon Wright qui possédait cette ferme-là au début. Okay. Donc, c'est une ferme ancestrale, puis on est sur des terrains, puis on cultive dans le sol. Dans certains autres cas, c'est pas possible. Ils sont obligés de faire des carrés dans des stationnements. C'est pas toujours la même chose. C'est pas toujours directement dans la terre. Ça varie beaucoup. Les grandeurs de terrain aussi varient beaucoup pour chacun des jardiniers. Nous, on est chanceux, on a beaucoup d'espace, donc on a fait des parcelles qui sont assez grande pour un jardinier. Oui, généreuse. Pour un jardinier, 20 mètres carrés, c'est beaucoup. Bien, parlons, je vais sauter tout de suite au rendement de ces parcelles-là. Là, en moyenne, là, sur l'été, si on fait bien les choses, qu'on a bien choisi ces aliments à faire pousser, est-ce qu'on nourrit une famille pendant X nombre de temps, à peu près, savez-vous? Vous qui êtes bon dans les chiffres. Définitivement, oui, des chiffres. Dans les parcelles, certains sont seuls, certains sont des petites familles et beaucoup sont retraités, justement, sont des gens qui retournent, qui ont déjà fait ça dans les années précédentes. Mais dans tous les cas, oui, il y a suffisamment d'espace pour générer assez de légumes pour nourrir une petite famille pour l'été en légumes. Après, bien là, ça dépend. Surtout, nous, par exemple, on a beaucoup de tomates. On ne peut pas toutes les manger parce qu'ils viennent à maturité quasiment en même temps. Donc, on fait des conserves, ce que les gens faisaient avant. Mais aujourd'hui,
ça revient. Les Ketchup gens vert? s'intéressent à ça. Ketchup vert, oui, ketchup Oui. sucré, un paquet Justement, on en de voit différentes... c'est ça. Donc, comme je disais, les légumes souvent arrivent à mûr presque en même temps. Il faut imaginer autre chose pour pouvoir ne pas les perdre. Exact. Il y a des partages aussi. Il y a des gens qui prennent aussi des légumes pour... je pense à la soupe solidaire qui fait partie des jardins de la ferme Moore, qui prend beaucoup de légumes qui autrement se perdraient. Et eux font de la nourriture pour des organismes, des gens dans le besoin ou même des enfants, des élèves de l'école Saint-Jean-Bosco, je crois. Okay. Donc, ça fait partie aussi du communautaire, de l'aspect communautaire, ça. C'est ça. Puis j'imagine que c'est pas mal le même fonctionnement pour tous les jardins communautaires en général. Il y a souvent un excès par rapport à un individu, un excès de production. C'est ça. Donc, on ne veut pas perdre ça avec tout le temps puis l'amour qu'on a investi dans la croissance. C'est une chose qui, quelquefois, il faut insister auprès des jardiniers. Vous avez tellement travaillé fort durant l'été, assurez-vous de ne pas perdre vos légumes. Ils sont là, ils sont prêts à être... sinon, partagez-les, faites quelque chose. Ouais. Puis les gens, souvent, prennent leurs vacances au mois d'août et ils ne sont pas là au bon moment. Puis, donc, dans le jardin communautaire, par rapport, je ne veux pas dénigrer, les gens ont souvent des jardins chez eux, ce qui est parfait aussi, mais l'aspect communautaire, pour les gens qui sont là, souvent, n'ont pas de jardin chez eux parce qu'ils n'ont pas d'espace. Soit ils sont en condo, en appartement. Bon, le jardin communautaire permet, entre autres, d'échanger beaucoup de choses, dont, justement, le temps. Si les gens partent en vacances, bien, ils ont beaucoup de gens autour qui peuvent balancer, qui peuvent venir arroser, venir même cueillir, puis s'en occuper, puis en échange, mais quand l'autre, on échange le même service ou d'autres choses. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage dans tout ça. C'est aussi au cœur de l'aspect communautaire. Ouais. Puis je vous ramène à... Vous avez parlé un petit peu de la clientèle, vous avez parlé de famille, vous avez parlé de gens retraités, donc d'aînés. Des gens plus jeunes aussi? C'est merveilleux, ça. Moi, je trouve, là, parce qu'à chaque début de saison, on revoit toute la clientèle. Quand je dis 175 personnes, c'est parce que je compte vraiment le nombre de personnes qui viennent, 2 adultes. Je compte même pas les enfants. Il y en a beaucoup de familles avec des enfants. Et il y a même des jeunes. J'ai des jeunes qui étaient au cégep. Il y a des jeunes dans la vingtaine qui viennent puis qui s'intéressent à ça. Peut-être parce qu'ils s'intéressent à la bonne nourriture, à la nourriture qu'on fait pousser. On sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on... Puis la curiosité aussi. Et il y a les familles, évidemment, pour l'aspect, pour enseigner aux jeunes, à leurs propres enfants. Il y a les gens qui sont plus âgés, puis qui sont encore en parfaite santé, puis qui veulent, ils veulent s'impliquer, ils veulent se divertir aussi. C'est un passe-temps magnifique, le jardinage. Ben oui. Puis la communauté, je reviens souvent à la communauté, puis c'est pour ça qu'on tire notre nom de jardin communautaire. Le partage, l'échange, le côté social. Les gens, moi j'ai une liste de noms que je veux, à chaque année, je tiens à partager. J'envoie la liste de tous les noms à tous les jardiniers. Connaissez au moins vos voisins. Moi, je connais évidemment presque tout le monde, mais connaissez au moins vos voisins, partagez, discutez, appelez les gens par leur nom. Vous savez c'est qui. Ouais. Donc, c'est important, ça. C'est très important. Mais c'est ça, c'est tisser des liens dans une communauté. Ouais. Donc là, on parle, dans les bénéfices, on parle d'entraide. Ah oui. On parle d'échange de connaissances, parce que forcément, il y a des gens qui sont plus... qui ont le pouce plus vert, on va dire ça de même. Ils ont plus d'expérience plus d'expérience, ce qui est une autre chose qu'on partage. Et vous avez mis beaucoup l'accent sur la santé, en parlant d'aliments sains et tout ça, mais le fait d'être physiquement engagé à travailler un jardin, sans que ça soit, c'est pas comme travailler dans une mine, mais quand même, si c'est exigeant au niveau physique, dans les étapes, j'imagine, moi, mon père était fils de fermier, donc on avait un gros jardin chez nous, puis je me souviens des étapes, préparer la terre, bêcher, retourner à la terre et tout ça, sarcler, on haïssait tout ça, là, mes frères et moi. Mais si on le fait plus souvent, on a moins à le faire. Effectivement. À chaque fois. Ouais. C'est disperser la tâche. On attend que tout monte en mauvaise herbe. Là, à un moment donné, il y a des gens même qui perdent presque le contrôle. Ouais. Ils ne viennent pas durant 3 semaines. C'est tout de l'apprentissage, ça. Puis voir les autres, les bons jardiniers, c'est un bon exemple. Juste en observant, même sans parler, juste en observer les autres, à se promener dans les jardins. Vous savez, c'est presque un acre de terrain, là, les jardins. C'est quand même grand. Oui. Les gens viennent se promener, les visiteurs. On est sur un terrain public, donc beaucoup de gens passent, viennent visiter, voient des choses. Puis, ils viennent admirer le jardin. C'est certain, c'est merveilleux. Puis nous, on a mis en plus plein de plates-bandes, une vingtaine de plates-bandes de fleurs tout le tour.
Ça fait un endroit magnifique. Puis on est aussi dans un endroit magnifique autour de la ferme Moore. C'est pas toujours le cas, mais ça n'empêche pas. Même si les jardins sont dans des endroits un peu plus isolés, un peu plus restreints autour d'édifices, ça reste toujours magnifique de jardiner. Parce que quand on regarde la terre, les légumes, les produits, ça fait du bien de voir ça. Ah, tellement. Ouais. Mais puis là, vous avez soulevé une autre question dans mon esprit. Bon, vous avez parlé de plate-bande pour embellir autour. Oui. Moi, je trouve personnellement que les légumes du potager, c'est beau en soi aussi, là. Mais est-ce qu'il y a des règles comme, j'ai ma parcelle de 20 mètres carrés, est-ce que je dois absolument planter des choses qui vont être comestibles ou je pourrais dire, moi, je plante juste des fleurs? Pourrais-tu faire ça? C'est arrivé. Il y a des gens qui n'avaient pas beaucoup de légumes. Il y avait beaucoup de fleurs. Mais ils insistaient à des fleurs comestibles. Okay, parce que ça existe oui, aussi. Ça existe, mais ils n'ont pas besoin. Quelqu'un m'a dit cette année une nouvelle qui va rentrer dans nos jardins, qui va être maintenant partie de la communauté, qui veut faire la moitié de son jardin en fleurs. On n'a pas de problème avec ça. Mais vous savez, la difficulté, c'est de satisfaire tout le monde aussi. Moi, je dirais oui à tout, si je pouvais. Il y a tellement de monde. Au début de printemps, il y avait autant de monde sur une liste d'attente qu'on tient que de monde dans les jardins. Wow. C'est à ce point-là, la demande. Ça parle Alors moi, je mentionne à toutes les personnes en possibilité de prendre des décisions, surtout à la ville, de dire, bien, ouvrez-en plus de jardins, sinon la demande est toujours là, elle est croissante, la demande. Donc oui, les jardins de légumes ou de fleurs, n'importe quoi qui risque d'embellir la vie des gens, de leur quotidien, c'est parfait, ça. Donc, c'est un bon investissement pour les villes en général. Ah oui. C'est ce que j'entends. Parce que ça contribue au bonheur des gens, à leur santé physique, mentale. Ouais. Et puis, en fait, les surplus peuvent aller à nourrir des gens qui sont dans le besoin. Oui, quand il y en a, s'il y en a. C'est aussi, moi, l'important, c'est on a beaucoup d'endroits, des nouveaux quartiers avec des parcs pour enfants, tout ça. Moi, j'ai suggéré ça. Des anciens maires, d'ailleurs, de Marc Bureau, de dire, bien, pourquoi on n'a pas mis, à chaque fois qu'on met un jardin, un parc pour enfants, un parc pour agrémenter la vie des familles, puis tout ça, on peut mettre un aspect communautaire, un jardin pour les adultes aussi. Il faut penser à tout le monde. Il faut penser aux gens plus âgés qui sont, des fois, un petit peu plus coupés de la société par leur habitude. Puis ça, c'est une très bonne façon de prendre contact avec les gens autour. C'est très bon pour le moral. Oui. Les gens reviennent au printemps. Je le vois, je rencontre les gens sont tellement contents de revenir puis de revoir les autres, d'échanger. C'est tellement important. Est-ce qu'il y a des fêtes qui s'organisent autour du concept du jardinage, comme par exemple, on sait que jadis, toutes les grandes sociétés agricoles avaient des fêtes dans le calendrier pour la récolte, la moisson. C'était quelque chose qui se célébrait. Est-ce que c'est le cas dans les jardins communautaires? Bien, je ne peux pas parler pour tous les jardins. Il y en a qui le font. J'ai déjà entendu des choses. Nous, on ne le fait pas encore. Ça prend de l'organisation de faire ces choses-là. Ce qui serait bon aussi, des fêtes, oui, mais une fête où le partage, encore là, est à l'honneur, parce que, surtout à la récolte. Oui. Donc, une fête de la récolte, ça conviendrait bien, là, de dire, on récolte, puis en même temps, on fête la fin de la belle saison. Il y a aussi le début, même bientôt, on va devoir penser à ça. Il y a des gens qui commencent, on partage des plants. Ça aussi, c'est une autre sorte de partage. À la fin, mais aussi au début. Partager les plants, Parce que nous, les plants, les jardins on appelle ça le jardin communautaire, pour tout l'aspect communautaire dont je viens de discuter, différents aspects. Mais il y a un autre type de jardin. On n'est pas là, nous, mais il y a un autre type de jardin qu'on appelle des jardins collectifs, où tous les gens jardinent les mêmes espaces et les récoltent ensemble, les partagent ensemble. Donc ça, c'est un peu plus d'organisation. C'est un peu plus difficile. Il y en a un dans les jardins de la ville de Gatineau, c'est le jardin Elmer North, à Elmer, qui font ça. C'est un autre type de jardin. C'est une mise en commun. Vraiment une mise en commun de tout. Là. Tout le monde, selon leur disponibilité, leur santé ou quoi que ce soit, viennent cultiver et la récolte se partage en fonction des besoins. Aussi. Pas nécessairement de façon équitable, mais en fonction des besoins. C'est une autre façon de voir les choses. Ça, c'est vraiment encore plus poussé. Là, Bien, je dirais équitable, oui, pas égal nécessairement. C'est ça. Souvent, équitable, on confond... équitable selon les besoins. Exactement. Ouais. OK. Puis, j'imagine qu'eux autres, ils ont un plan de ce qui est... Les gens ont peut-être moins le choix de ce qu'ils vont planter. J'imagine que si c'est collectif, il faut qu'il y ait un plan de... On plante tant de patates, tant de carottes, tant de...
Oui, j'imagine. Puis il faut que les gens soient. Il y a des cultures qui demandent plus de travail, d'entretien, puis tout ça. Faut qu'il y ait certainement un plan d'ensemble pour dire on va aller jusqu'au bout de la saison, puis il n'y aura pas de perte, puis on va être capable de bien le tirer. S'il y a une demande, d'une année à l'autre, ça se réajuste, j'imagine. Tout comme nous, on fait dans notre jardin. Cette année, on ne plante pas de ça parce qu'on a eu trop l'année passée. OK. Puis nous, par exemple, on ne plante pas 8 plants d'épinards, parce que les épinards, ils viennent tous à maturité en même temps, puis à un moment donné, ça en fait trop pour nous. Donc, au lieu de ça, on va planter d'autres choses à côté des épinards. Par contre, les carottes, on en a énormément, parce que les carottes, on ne les perd pas. On peut les cueillir au mois de décembre, les carottes. C'est un exemple, ça. Oui. Les tomates viennent toutes à maturité en même temps. Il faut toujours jauger. Donc, au niveau collectif, c'est un peu la même chose. Oui, c'est ça. Puis là, vous me rappelez encore mon enfance, parce que c'est justement, dans la récolte, c'est pas tout, on récolte pas tout au mois d'août, là. Ça s'étend jusqu'à, vous dites décembre, là, pour les carottes? Pour les carottes. Je dis ça parce que les carottes, il n'y a vraiment pas de problème à les cueillir en décembre. Il y a des gens qui disaient qu'en Abitibi, ils enlevaient la neige pour cueillir les carottes. Bon, c'est une anecdote. En Abitibi, des fois, ils disent des choses. C'est ça. Moi, là. C'est des anecdotes, mais il y a des choses qui se prolongent dans l'été. Il y a des choses qui viennent à maturité très vite. Les fèves, par exemple, ça vient à maturité très vite. Les tomates, les tomates, c'est comme le légume roi là, dans le jardin. Tout le monde veut des tomates, mais c'est toujours au mois d'août ou septembre. Pour finir, je vais vous amener sur une question. On parle souvent de biodiversité quand on parle de la nature et du jardinage, mais moi, j'aimerais parler de la diversité au niveau de la clientèle, c'est-à-dire parce que, tu sais, on peut avoir des influences culturelles aussi dans le jardinage. Est-ce que ça se passe comme ça? Ah, c'est merveilleux. Moi, j'adore ça. J'adore voir des gens. On parlait de tomates tantôt, mais je connais quelqu'un dans notre jardin. Lui, il n'en a même pas de tomates. Ça ne fait même pas partie de sa culture, les tomates. Il vient du Pakistan. Il y a toutes sortes d'autres légumes, même des légumes, des courges qu'on n'a jamais vus ici. Il fait venir des graines du Pakistan, de sa famille. C'est la même chose. Il y a un paquet je ne vais pas commencer à lister, mais il y a beaucoup de communautés. Moi, je trouve ça fantastique de partager des choses entre nous, des méthodes, des façons de faire. La biodiversité, on essaie d'éviter la monoculture. Donc, c'est toujours beaucoup de cultures. Il y en a qui ont tendance monoculture. Mais par contre, les différentes cultures, c'est merveilleux. C'est merveilleux de voir ça. Ouais, bien, excellent. Écoutez, on va finir avec ça, cette idée de le jardin, il est vraiment ouvert à tout le monde. Puis c'est un lieu de rencontre. Puis c'est un lieu de rencontre culturelle. C'est-à-dire qu'on s'influence les uns les autres. J'imagine qu'il y a eu des échanges de graines, de semences, de choses comme ça, puis qu'on a appris à cultiver des choses qui nous étaient complètement étrangères. Exactement. Et c'est ça qu'on veut. Donc, je vous remercie infiniment de votre temps puis de la belle passion qui vous anime. Ça nous fait du bien. J'espère qu'elle est contagieuse, qu'elle va se transmettre à nos spectateurs. Et puis, je prends le pari que c'est le cas et je vous invite à rester avec nous parce que dans notre deuxième segment, on va parler plus spécifiquement de jardinage, de comment vous partir votre propre potager. Alors, restez avec nous, chers amis.